Bonjour à tous, chers élèves. Nous allons continuer donc le cours sur le travail et avant cela, j'aimerais qu'on fasse une petite pause dans le cheminement philosophique qui est le nôtre pour reprendre la question de l'ennui. Effectivement, j'ai un certain nombre d'amis, vous-même sans doute, vous vous ennuyez lors du confinement et toute la question qu'on s'était posée en cours, c'était de savoir mais pourquoi on s'ennuie et pourquoi eh bien, il y a un tel sentiment de malaise face à l'ennui. Alors, spécifiquement, on peut relier donc la notion de l'ennui au travail en montrant que lorsque nous n'avons plus de travail, nous nous ennuyons, dans la mesure où le travail est défini comme une activité qui nécessite un effort en vue de la production euh, d'une action ou d'une chose, et c'est justement cet effort qui est central dans la notion de travail. Alors, aujourd'hui, je vais essayer, donc par une improvisation, comme d'habitude, de définir ce qu'est l'ennui et de voir avec vous euh, comment le penser et comment peut-être s'en sortir. Alors, l'ennui, quand on prend le concept au départ, euh, qu'est-ce qu'on peut en faire? L'ennui, avant tout, c'est un sentiment de malaise, un sentiment dont on ressent finalement, qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on s'ennuie? On ressent le temps qui passe lentement. Euh, à tel point que Baudelaire, dans son invitation au lecteur, donc je vais vous en lire un passage, le décrit comme un monstre. Il dit: Parmi les chacals, les panthères, les lys, les singes, les scorpions, les vautours, les serpents, les monstres glapissants, hurlants, grognants, rampants, dans la ménagerie infâme de nos vices, il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde, quoiqu'il ne pousse ni grand geste ni grand cri. Il ferait volontiers de la terre un débris, et dans un bâillement avalerait le monde. C'est l'ennui. L'œil chargé d'un pleur involontaire, il rêve d'échafaud en fumant son hookah. Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat. Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Alors, l'ennui, donc, c'est quelque chose que l'on subit. Mais toute la question, c'est de savoir pourquoi est-ce que nous ressentons l'ennui de la manière dont nous le ressentons. Comment est-il possible de ressentir le fait que le temps passe lentement? Ça paraît étonnant parce que lorsqu'on prend donc le temps à la montre, le temps que l'on trouve à notre montre, eh bien, on voit que le temps est une grandeur homogène, uniforme et continue. Et donc, 15 secondes, c'est 15 secondes. Il n'est pas possible, objectivement, de remettre en cause ce temps cosmique, objectif, qui est le temps qui passe. Pour autant, subjectivement, on peut ressentir le fait que le temps passe lentement. Alors, comment est-ce que ça se manifeste? On avait pris un certain nombre d'exemples en cours, mais moi je le vois parfois. Je vois des élèves qui, très clairement, lors de mes cours, contemplent le néant. On voit ils sont partis, ils sont ailleurs. Alors, pourquoi est-ce qu'ils subissent le temps de cette manière-là? Généralement, lorsque l'on subit le temps, qu'est-ce que l'on fait? On se met à regarder la pendule. On regarde le temps passer à la pendule. Je vois l'élève qui donc, au bout de 2 minutes, re-regarde la pendule qu'il vient de regarder en se disant: oh, seulement 2 minutes. Et si je continuais à regarder cette pendule, peut-être que le temps passerait plus lentement, plus rapidement. On n'en sait rien. Alors, empiriquement, euh, on peut voir un certain nombre de stratégies par rapport à l'ennui. Lorsque le temps passe lentement et que nous sommes dans une situation de contrainte, parce que c'est souvent dans ce type de situation que l'ennui naît, eh bien, que faisons-nous? Nous allons chercher à tout prix à trouver une activité. Le problème, c'est que plus nous sommes contraints, plus il va être difficile de trouver une activité. Quand on prend un élève en cours, par exemple, quelles sont ses possibilités de divertissement? On peut en prendre plusieurs. La première, ce serait bien sûr d'écouter le cours, de poser des questions, par exemple sous les vidéos YouTube de son prof de philosophie. Mais s'il n'arrive pas justement à faire corps avec l'activité dans laquelle il est, s'il ressent la contrainte, que va faire l'élève? Il a plusieurs possibilités. La première possibilité, ça va être de trouver une autre activité. Par exemple, parler avec son voisin. Ou par exemple, dessiner. Ou encore, se mettre à rêvasser. Bon, il peut tout simplement quitter le jeu, hein, et décider de s'endormir.
Mais dans tous les cas, on voit que dans cette situation de contrainte où le temps passe lentement, que fait l'élève? Que faisons-nous en tant qu'individu? Nous allons chercher une voie de sortie. Alors, un exemple que j'aime prendre par rapport à l'ennui, c'est les actes inutiles que nous faisons. Si nous prenons par exemple le métro, bon, je pense que la plupart d'entre vous ne prennent plus le métro, vous êtes confinés, euh, que se passe-t-il dans le métro lorsque nous avons par exemple une demi-heure, une heure de trajet pour aller quelque part? Et que nous n'avons pas de livre, pas de musique, rien pour nous divertir. Eh bien, nous allons chercher le plus rapidement possible, justement, à trouver une activité. Et peut-être l'une des activités les plus absurdes que l'on fait lorsque l'on s'ennuie dans le métro, eh bien, on compte le nombre de stations qu'il nous reste à faire. Mettons qu'il en reste 15. Je fais une station, que vais-je faire? Je vais les recompter. Or, je sais pertinemment, parce que bon, les mathématiques élémentaires, ça va, qu'il m'en reste 14. Et ainsi de suite. Et je le ferai pendant une demi-heure en me réjouissant à chaque instant de voir mon chemin finalement se réduire sous mes propres yeux, abstraitement sur cette ligne. Mais donc on voit que dans tous les cas, dans l'ennui, euh, le principe même, ça va être la recherche de l'activité, la recherche du divertissement. Et c'est précisément ce que dit Pascal dans un texte que je vais mettre en lien après le poème de Baudelaire, issu des pensées, dans lequel celui-ci s'intéresse à la question du divertissement. Et il dit ceci: j'ai dit souvent que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Ah, qu'est-ce qu'il dit par là? Je suppose que vous essayez de temps en temps de demeurer en repos dans votre chambre, dans la mesure du confinement. Eh bien, que se passe-t-il si, mettons, je me mets en position immobile dans mon lit, que je regarde le plafond euh, pendant 4 heures, sans aucune activité? Eh bien, je suis écrasé par le temps qui passe. Je suis écrasé et finalement, je vais me sentir mal. Et c'est pour ça que autant d'entre vous passent autant de temps devant Netflix, devant les jeux vidéo, etc., justement pour éviter d'être inactif. Même si ce sont des activités relativement passives, regarder une série, ça ne demande pas un effort particulier, ça reste néanmoins une activité. Eh bien, selon Pascal, cela naît du fait que nous devons chercher à tout prix à nous divertir pour échapper à notre condition misérable, au fait que nous sommes vides. Et c'est pour cela qu'il dit que nous aimons mieux la chasse que la prise. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors, c'est une excellente définition de ce que c'est que l'activité de divertissement. Prenons par exemple, je ne sais pas moi, des chasseurs, mettons chasse les perdrix dans une forêt. Le chasseur donc met son bob, s'habille tout en kaki pour ne pas être repéré par les perdrix. Il arrive à l'orée du bois et vous lui donnez 2 perdrix et puis vous lui dites bon allez, rentre chez toi, c'est bon, t'as tes perdrix, casse-toi. Et ben, que va faire le chasseur? Est-ce qu'il sera heureux de cela? Non, parce qu'en fait son plaisir n'était pas tant dans le fait de réussir à avoir un résultat particulier, mais le cheminement pour arriver à ce résultat. Si on lui donne la perdrix immédiatement, eh bien, il n'y a plus aucune saveur au fait de chasser. Il perd son activité, il perd son plaisir, il perd son divertissement. Aussi, on pourrait considérer que quelqu'un qui a tout, par exemple quelqu'un qui serait très riche, très beau, très intelligent, etc., qui aurait absolument tout, et qui pourrait, en un claquement de doigts, avoir l'objet de tous ses désirs. Mettons qu'il est un génie de la langue très sympathique qui lui autorise 1 million de vœux. Eh bien, comment cette personne vivrait? Est-ce qu'elle serait heureuse? Est-ce que si elle répondait à tous ses désirs en un claquement de doigts, elle pourrait avoir le bonheur? Eh bien, selon Pascal, pas du tout. Pas du tout parce que, justement, donc, cette personne qui serait comblée sur le papier, eh bien, n'a pas la possibilité finalement de se battre pour ce qu'elle veut obtenir. Elle n'a pas la possibilité d'avoir ce cheminement, ces obstacles, etc. Qui fait que ce qui compte, c'est pas tant la prise, c'est-à-dire la réalisation du désir, que le cheminement qui permet d'y arriver. Et c'est pour cela, donc, que prend comme exemple Pascal? Il prend l'exemple du roi. Et il dit, le roi est environné de gens qui ne pensent qu'à divertir le roi et à l'empêcher de penser à lui.
car il est malheureux, tout le roi qu'il est, s'il y pense. Le roi, parce que c'est clairement la meilleure position qui puisse exister socialement, politiquement, à son époque. Le roi peut tout avoir en un claquement de doigts. Et donc, pourtant, un roi sans divertissement, eh bien, se sent mal. Il sent le temps qui passe lentement. Il sent justement euh, l'ennui, l'ennui fondamental qui le renvoie à sa condition misérable. Alors, dans l'œuvre de Pascal, l'idée que l'homme est misérable, cela renvoie finalement à l'arrière-fond théologique, religieux de celui de son œuvre, qui est que l'homme étant une créature mortelle, eh bien, il ne trouvera l'éternité que dans l'idée, dans la pensée de Dieu et dans la foi. Mais pour autant, il n'est pas nécessaire de faire l'hypothèse de Dieu, hein, je le rappelle encore une fois, pour penser le divertissement et l'ennui. Mais la question qu'on pourrait se poser, qui paraît assez simple, assez évidente d'emblée, c'est de savoir, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas rester à rien faire? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas rester à rien faire, tout simplement? En soi, bon, je pourrais m'asseoir, ne rien faire. Pourquoi est-ce que d'un coup, le temps se met à passer lentement? Eh bien, par rapport à cette question, il y a plusieurs manières de répondre. Alors moi, je vais vous proposer une analyse qui sera en deux temps. Alors, ce sentiment que l'on a lorsque l'on s'ennuie, ce n'est pas simplement un sentiment de fatigue. Le véritable ennui peut aller plus loin que la fatigue, plus loin que la flemme d'ailleurs. La flemme qui n'est pas exactement la même chose que l'ennui. Vous voyez tout à fait, ça vous est déjà arrivé d'avoir la flemme, je suppose, comment se manifeste la flemme. Vous avez une activité à faire, je ne sais pas moi par exemple, descendre les poubelles, vous savez que ça va vous prendre 45 secondes, pourtant vous êtes sur votre canapé, et vous allez refuser. Tout votre corps, votre esprit, va refuser de descendre les poubelles. Et donc ça se manifeste par une énorme fatigue qui se retourne contre soi, et on met une demi-heure à se motiver pour faire cette action qui dure 45 secondes. J'essaierai de revenir sur la notion de flemme, mais l'ennui, c'est pas la même chose. Dans l'ennui, il y a une sorte de gradation possible. Il y a l'ennui simple, mais petit à petit, celui-ci peut se transformer en angoisse, une véritable angoisse. Pourquoi? Alors, on avait vu avec Camus et Sartre un certain nombre de notions, notamment l'idée que chez Sartre, c'est par ma conscience que je vais me possibiliser dans le monde. C'est-à-dire que ma conscience, qui est intentionnelle et qui donc se dirige vers le monde, se dirige vers son propre futur, va trouver dans le monde des possibilités d'action. Par exemple, j'ai une chaise en face de moi. En tant que telle, cette chaise, c'est un lieu sur lequel je peux m'asseoir, que je peux utiliser. Je peux l'utiliser comme chaise, je peux l'utiliser comme projectile, etc., etc. Et c'est ma conscience qui va définir spécifiquement ma possibilité par rapport aux objets qui m'entourent. Mais le problème dans l'ennui, donc, si on prend une analyse sartrienne possible, c'est que, spécifiquement, à cause de la situation de contrainte dans laquelle je me trouve, eh bien, je ne vais plus pouvoir trouver des possibilités autour de moi, des possibilités d'action qui vont permettre de me réaliser. Et donc, c'est à ce moment-là, nous dira Camus, que dans le monde, d'un coup, les choses vont perdre leur sens. Lorsque je suis contraint, lorsque je suis ennuyé, eh bien, les choses vont perdre leur sens et le monde va m'apparaître absurde. Les choses vont commencer à avoir leur pesanteur, leur grain matériel. Euh, elles ne vont plus, justement, être prises dans le réseau de possibilités dans lequel je me projette. En fait, l'ennui, pour le définir un peu de manière existentialiste, ce serait le sentiment d'un présent qui ne passe pas. Et pourquoi ce présent ne passe pas? Parce que justement, je n'ai pas de possibilités vers lesquelles me projeter. Je n'arrive pas à trouver un lieu d'activité. Dans le métro, par exemple, si je ne comptais pas les stations, eh bien, je serais dans un présent suffocant. Pourquoi? Eh bien, l'idée de Sartre, qui est aussi celle d'Heidegger, c'est l'idée que euh, ma conscience est avant tout une conscience temporelle qui va se projeter vers l'avenir.
Et donc, j'ai devant moi une sorte d'arbre de possibilités, et nous avons tous en commun, au moins, notre dernière possibilité. Quelle est cette possibilité? C'est-à-dire cette potentialité que je peux réaliser dans le monde. Pour le dire autrement, euh, quelle est la dernière action que nous ferons tous? Eh bien, c'est très simple, c'est mourir. Effectivement, tous les êtres humains sont voués à mourir, et finalement, la dernière possibilité qu'ils pourront réaliser, c'est leur mort. De ce point de vue-là, la mort, c'est la possibilité de mes possibilités. Elle est la possibilité qui donne le sens à toutes les possibilités antécédentes vers lesquelles je me projette. Pour le dire autrement, pour l'existentialisme, la conscience, c'est avant tout une projection vers l'avenir, et donc c'est le fait d'être un être là, présent, pour la mort. La mort constitue l'horizon de toutes mes possibilités. Mais justement, si elle est au bout de mon arbre de possibilités que je développe dans le monde, eh bien, justement, lorsque je m'ennuie, je n'ai plus de possibilités dans le monde. Donc face à quoi est-ce que je me trouve? Je me trouve face à l'horizon nu de mes possibilités, à savoir la possibilité de ma mort. C'est pour ça qu'on commence à comprendre pourquoi l'ennui, d'un point de vue existentialiste, n'est pas une simple fatigue, il est une angoisse, une véritable angoisse de mort. Et on pourrait faire le lien avec Pascal en montrant qu'effectivement, dans l'ennui, j'ai le sentiment de ma finitude, c'est-à-dire de mon caractère fini, pas forcément misérable, mais en tout cas de mon caractère mortel. Et c'est justement, donc voilà, donc je plains les élèves qui s'ennuient en cours, parfois dans mes cours, parce qu'ils font l'expérience de l'imminence de la mort, de la possibilité de la mort. Alors, on comprend maintenant pourquoi, en fait, l'ennui est aussi désagréable, puisqu'il n'est pas une simple fatigue. Il nous renvoie à notre propre finitude, à notre manque de possibilités et de potentialités. Eh bien, maintenant qu'on a compris ça, la question, elle est simple. Comment se sortir de l'ennui? Est-ce qu'on peut se sortir de l'ennui? Est-ce qu'on peut l'accepter? Est-ce qu'on peut, comment dire, essayer de trouver une sorte de position existentielle pour ne plus s'ennuyer? Alors, là, on voit l'ennui de manière extrêmement négative, mais on peut le voir de manière assez positive aussi. Justement, l'ennui, dans la mesure où il me révèle le fait que j'ai à me possibiliser dans le monde, c'est-à-dire à trouver des projets, eh bien, me permet peut-être de me redéfinir. Il est le gage d'une authenticité. Quelqu'un qui ne s'est jamais ennuyé, finalement, est pris euh, dans une course euh, dans laquelle il ne s'arrête pas. Finalement, souvenez-vous de cet adage, une pierre qui roule n'amasse pas mousse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour développer une situation, amasser de la mousse, il faut parfois prendre des temps de pause. Et ces temps de pause, certes, sont angoissants parce qu'ils renvoient au fait que nous avons à définir nous-mêmes ce qu'est notre existence, mais en même temps, ils sont aussi des lieux de redéfinition. Lorsque l'on s'ennuie, justement, c'est le moment de redéfinir notre arbre de possibilités dans le monde. C'est pour ça qu'on pourrait dire que l'expérience de l'angoisse dans l'ennui est une forme d'expérience authentique. Elle est ce qui me révèle la vérité de mes possibilités. Alors comment sortir de l'ennui? Eh bien c'est très simple. Il suffirait de trouver une activité. Il suffirait de trouver une activité. Comment faire? L'autre question qu'on peut poser aussi, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on peut pas simplement accepter de s'ennuyer, se mettre en position de moine bouddhiste et attendre que ça passe. Pourquoi ne pas simplement contempler la possibilité de la mort? Ce n'est pas grave, c'est pas important. Bon. Eh bien, c'est justement parce que nous sommes vivants. Nous avons une tension, nous avons une propension même à l'activité. Nous devons dépenser cette énergie vitale vers des objets. Et c'est justement lorsqu'elle n'est pas dépensée de cette manière-là qu'elle peut être retournée contre nous. Finalement, la fatigue
Vous savez très bien, vous avez déjà dit à des gens, je suppose, oh, tu me fatigues, vous me fatiguez, etc. Je le dis souvent d'ailleurs. Mais est-ce qu'il n'est pas possible de se fatiguer soi-même? Lorsque je n'ai pas d'activité, lorsque je m'ennuie, eh bien, je me fatigue. Je me fatigue parce que je retourne mon énergie contre moi-même et il me devient impossible d'agir. Alors, quelles sont les voies pour sortir de l'ennui? Eh bien, pour le coup, là, j'en appelle à votre invention, à votre imagination. Euh, mais on pourrait dire que la philosophie, la pensée, est une bonne manière de sortir de l'ennui en tant qu'activité. Elle peut se pratiquer à tout endroit, à tout moment. Mais peut-être une dernière remarque par rapport à l'ennui, simplement empirique, hein, vous avez dit que c'était une improvisation. Euh, il est évident que l'activité entraîne l'activité. Donc, si vous voulez vous sortir de l'ennui lors du confinement, je vous conseille de rester actif le plus possible. Et si jamais vous avez cette expérience de l'ennui, vivez-la en première personne et essayez de voir justement comment est-ce qu'elle vous appelle à redéfinir vos possibilisations dans le monde. Parce que ce sentiment-là, d'angoisse, eh bien, il est le rappel du fait que nous sommes des êtres travaillants. Spécifiquement, nous avons toujours besoin de faire un effort pour la vie. Finalement, nous avons une sorte de volonté, de potentialité, une sorte de volonté, finalement, de puissance autour de nous. Voilà. Bon, je vous remercie, j'espère que ça vous a plu, et on reprend le cours sur le travail tout à l'heure ou demain. Voilà. À bientôt.